Je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour réussir un mixage. Je vais le faire uniquement du point de vue théorique. Et le mixage, c'est d'abord une partie technique et ensuite une partie artistique. Une fois qu'on a bien compris la partie technique, eh bien, c'est un art qui demande beaucoup de pratique. Mais d'abord, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Si je mets le niveau ici et les fréquences ici, l'oreille humaine entend plus les fréquences médium que les fréquences extrêmes. On a du mal à entendre les fréquences très basses et du mal à entendre les fréquences très hautes. Donc, on va dire qu'on entend à peu près comme ça. Ce qu'on aime bien dans un mixage pop-rock, c'est avoir l'impression qu'on entend tout, qu'on entend le gros son. C'est un son qui nous permet de tout entendre, du plus grave au plus aigu. Pour obtenir cette sensation-là avec une oreille qui entend comme ça, eh bien, on essaye de faire des mixages qui soient creusés ici, un petit peu à l'inverse de la courbe de l'oreille, qui soient donc renforcés dans le grave et renforcés dans l'aigu, de façon à ce que la sensation auditive soit celle de tout entendre de la même façon. Voilà. On verra que la limite ici, c'est que quand on creuse trop les fréquences médium, on perd aussi beaucoup de puissance, puisque beaucoup de paramètres de puissance du son sont dans les fréquences médium. Donc ça sera un petit peu notre limite. Mais on cherchera quand même à obtenir ce type de courbe. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu l'objectif, pour y arriver, on va utiliser les outils principaux qui sont l'égaliseur. L'égaliseur, ça va être directement agir sur les fréquences. On va utiliser les compresseurs. Et on va voir que dans le son d'aujourd'hui, le compresseur, c'est l'outil le plus important et c'est aussi le plus difficile à utiliser, à bien utiliser. On va trouver notre stratégie pour gérer la stéréo avec les panoramiques. Donc les panoramiques. Et en dernier, les réverbérations. Alors tout ça, c'est au sens large, réverb, écho, délai, etc. Il existe des centaines de plugins, donc il y a énormément d'autres possibilités, mais c'est un peu une fausse promesse parce qu'en réalité, c'est ces outils de base qui vont déterminer la qualité du mixage et les différents plugins, soit ils agissent sur ces paramètres-là sous un autre nom et d'une manière déguisée, soit ils sont là plus pour faire une décoration et donner et produire des effets un peu superficiels, mais pas pour agir sur les paramètres fondamentaux du mixage. En réalité, les paramètres fondamentaux, c'est ceux-là et il n'y en a pas d'autres. Donc, notre premier outil, l'égaliseur. Si on a le niveau, les fréquences, donc quand on ne fait rien, le signal traverse l'ordinateur sans modification de niveau. Par contre, l'égaliseur, il va faire que sur une certaine fréquence ici, il va ajouter ou diminuer.
Donc, mettons qu'il ajoute. Il va ajouter selon une bosse comme ça. Et la largeur ici de cette bosse va être déterminée par un paramètre de largeur de bande. Ici, ça va être le gain. Et donc, on va avoir trois paramètres à régler, la fréquence, le gain et la largeur de la bande. Voilà. Donc ça va être notre premier outil qui est relativement simple. Le compresseur. Alors, le compresseur, c'est un peu une autre histoire parce que ça peut être utilisé de plusieurs manières et ça peut se retourner contre nous si on ne l'utilise pas de la bonne façon. Alors, d'abord dans son principe le plus général. Le compresseur, il sert à diminuer les écarts de niveau à l'intérieur de chaque instrument. Parce que si vous avez une guitare qui joue fort, et puis qui joue moins fort, et puis qui rejoue un peu plus fort ici, et que pendant ce temps, vous avez un piano qui n'a pas eu les mêmes impulsions, et donc là, il joue fort, et puis là, il joue moins fort. Voilà. Et puis là-dessus, vous avez le chanteur qui, lui, selon ses phrases, c'est de l'aigu, donc il va chanter très fort. Et puis là, c'est beaucoup plus intimiste, il va chanter beaucoup moins fort. Et puis là, il va y avoir des consonnes, etc., qui vont faire que tout d'un coup, il va être plus fort. Eh bien, si on veut faire un mixage où on entend tout le monde, on va avoir énormément de difficultés à gérer toutes ces variations de niveau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les atténuer. Donc, une fois travaillé, bien sûr, on peut suivre les niveaux à la main. Si c'est des variations lentes, par exemple entre un couplet et un refrain, on peut suivre avec notre réglage de volume pour diminuer les écarts. Mais là, on parle sur des variations assez rapides d'une note à l'autre. On va essayer de diminuer un peu les écarts ici. Cet autre instrument, pareil, on va diminuer les écarts. Voilà. Et puis le dernier, ici, il montait un peu, il descendait un peu. Et on va avoir finalement tout le monde à peu près au même niveau et on va pouvoir régler les instruments correctement sans avoir tout d'un coup les guitares trop fortes et puis la mesure d'après la basse trop forte et ainsi de suite. On va avoir quelque chose de compact. Et c'est ça qui donne le son d'aujourd'hui, c'est ce côté très compact où on arrive à tout entendre. Alors ça, c'est la version la plus optimiste du réglage du compresseur. On va voir ce qui se passe quand on utilise un compresseur sur un instrument qui a de l'attaque. Alors, je peux imaginer une grosse caisse ou je peux imaginer une note de piano, c'est à peu près la même forme d'onde. Donc ici on a le niveau toujours et ici on a le temps qui passe. Une attaque de piano ou de grosse caisse ou de caisse claire, quelque chose comme ça, ça ressemble à ça. Il y a une forte attaque et puis après il y a une résonance qui diminue comme ça. Voilà. En réalité, c'est symétrique. On a la même forme symétriquement puisque c'est des oscillations. Voilà, mais je ne dessine que la partie du haut parce que c'est plus simple à gérer pour moi et c'est symétrique, donc ça ne change rien.
à l'explication. Quand je mets un compresseur, qu'est-ce qui se passe? Le compresseur, il va diminuer la dynamique de tous les sons qui vont être au-dessus de son seuil. Donc il va régler un seuil de niveau, ici, S, qui en anglais est threshold, donc c'est plutôt la lettre T, mais en français ça donne le seuil. Et donc, il va intervenir sur tous les niveaux qui sont au-dessus et il n'interviendra pas sur les niveaux qui sont en dessous. Quand il va se mettre à intervenir, il va intervenir selon un certain réglage de ratio. Le ratio, c'est par exemple dire qu'il va diviser par 2. Donc ici, je suis au-dessus du seuil, je divise par 2, donc je suis à peu près ici. Donc mon signal ici, il est divisé par 2 sur toute la partie qui est au-dessus du seuil. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en voulant compresser, j'ai juste détruit l'attaque de mon piano ou de ma grosse caisse parce que c'est au moment de l'attaque que le compresseur était le plus actif. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça puisse fonctionner? Eh bien, c'est là où l'utilisation du compresseur est la plus technique. C'est qu'on va utiliser un temps d'attaque, ici. C'est-à-dire qu'on va dire au compresseur, n'agis pas tant que ce temps d'attaque n'est pas passé. Donc, on a un temps d'attaque ici pendant lequel le compresseur n'agit pas. Et ensuite, donc, il va se mettre tout d'un coup à agir. Et pour compléter, on va lui mettre un temps de release. Alors le release, c'est le temps que met le compresseur à restituer son atténuation. C'est-à-dire que là, par exemple, le compresseur a diminué, je dis n'importe quoi, de 3 dB. Il va continuer à diminuer de 3 dB tant que le temps de release n'est pas fini. Donc, ici, il va atténuer et il va continuer son atténuation pour ne rendre la main que beaucoup plus tard et rejoindre la courbe. Ce qui fait qu'au final, il a fonctionné pour donner une courbe avec plus d'attaque. C'est pour ça que le compresseur, utilisé de cette façon, donne une courbe qui a plus d'attaque que la version initiale. C'est comme ça qu'on peut avoir des percussions, des pianos, etc. qui ont beaucoup d'attaques. C'est justement en faisant fonctionner le compresseur un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on laisse l'attaque sans intervenir et on diminue en fait la résonance, ce qui, en comparaison, rend l'attaque plus forte. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe à régler. Quand on utilise le release, il faut faire attention parce que si une autre attaque, par exemple dans le cas du piano, si les notes sont rapprochées, eh bien ici on est toujours en atténuation. Si une autre attaque surgit, il faut faire attention à ne pas abîmer l'attaque suivante. Donc c'est aussi un réglage assez délicat à faire. Je conseille aux débutants de mettre le release au minimum et à tester pour sentir à quel réglage d'attaque on a cette transitoire ici qui passe bien et à se rendre compte que si on ne met pas d'attaque, eh bien on a des instruments qui sont abîmés.
Voilà. Alors maintenant, une autre manière de se représenter le compresseur. Qui apparaît souvent sur les plugins, c'est de se le représenter entrée et sortie. Quand on ne met pas de compresseur, on a une entrée-sortie proportionnelle, c'est-à-dire que plus le signal d'entrée augmente, plus le signal de sortie augmente. Le compresseur, il agit toujours à partir d'un seuil. Donc voilà son seuil ici. Et à partir de là, il va diminuer le niveau de sortie en proportion. Donc il va faire par exemple ça. C'est-à-dire que quand le niveau de sortie va varier de ça, eh bien le niveau de sortie variera de moins. Et si on va jusqu'à l'extrême et qu'on obtient quasiment une courbe horizontale, à ce moment-là, quel que soit le niveau de sortie ici, quel que soit le niveau d'entrée ici, le niveau de sortie ne dépassera jamais celui-là. Donc, cette courbe ici, c'est la courbe d'un limiteur. Le limiteur, c'est rien d'autre qu'un compresseur maximum. Donc, le limiteur peut souvent être utilisé à titre de protection pour ne pas dépasser le zéro, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan théorique du compresseur. Alors beaucoup de pratiques pour trouver ces bons réglages en fonction de chaque instrument. C'est certainement la partie la plus difficile du mixage, de bien régler ces compresseurs. S'ils sont mal réglés, on a vu que ça pouvait bouffer l'attaque des instruments et donc détruire toute la dynamique. Mais en même temps, c'est l'outil le plus important pour avoir le son d'aujourd'hui. C'est là où on a le plus d'impact. Alors, une dernière chose que l'on n'a pas vue sur le compresseur, c'est son utilisation pour avoir un morceau qui sonne plus fort. Il y a eu une course qui a eu lieu à peu près dans les années 2000 où les CD étaient mixés et compressés de plus en plus et que leur niveau de sortie était de plus en plus impressionnant. Il y a le syndicat des techniciens du son qui a essayé de lutter contre ça parce que les niveaux étaient complètement aplatis. Mais c'est les radios commerciales qui ont eu le dernier mot et qui étaient très contentes d'avoir des CD qui sonnaient plus fort que la radio concurrente. Et donc, les réglages d'aujourd'hui sont des réglages très, très compressés. Alors, pourquoi est-ce que compresser, ça fait plus fort ? Alors, pour le comprendre, il faut imaginer qu'en numérique, la barrière, c'est 0 dB. Personne ne peut aller plus haut que 0 dB. Donc, si vous avez un morceau qui n'utilise pas de compresseur, c'est le cas de la musique classique, bien que sur France Musique, il y ait un peu de compression quand même. Mais disons que la musique classique utilise très peu de compresseurs, justement parce que les nuances forts et faibles font partie de l'écriture musicale et donc on ne cherche pas à les abîmer. Mais
en pop rock, mettons que je n'ai pas utilisé de compresseur, donc je vais avoir des grosses variations de niveau. Et je vais être obligé de régler mon morceau en fonction du niveau le plus fort, qui ne doit jamais dépasser 0 dB. Voilà. Donc, le niveau moyen de mon morceau, il va être probablement là, c'est-à-dire l'impression qu'il soit fort ou faible. Maintenant, si j'utilise un compresseur, donc j'ai vu que le niveau de sortie était plus bas que le niveau d'entrée, donc je vais comprimer. Mettons que le seuil soit ici. Voilà, le seuil est ici. Donc ici, je comprime. Voilà, là, je suis en dessous du seuil, donc ça reste. Et puis là, voilà, je vais avoir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais être beaucoup moins fort. Je vais être beaucoup moins fort que la première version. Sauf que ça n'est pas fini. C'est-à-dire que ici, j'ai encore beaucoup de marge. J'ai encore beaucoup de marge entre le point le plus haut et le 0 dB. Donc, je vais prendre toute ma courbe ici, la courbe rouge. Je vais prendre toute ma courbe rouge et je vais la monter au maximum. Et donc, je vais arriver ici. Je vais certainement pas très bien le dessiner. On va comprendre le principe. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir une variation qui allait des signaux les plus faibles ici aux signaux le plus fort ici, eh ben, j'ai plus une variation que dans cette tranche-là, très haute. Voilà. Et donc ma variation, elle est ici, avec une valeur moyenne qui est beaucoup plus haute, qui est très proche du 0 dB. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des albums. J'avais mesuré un album d'Avril Lavigne sur un album entier de une douzaine de chansons. J'avais trouvé 3 dB de dynamique entre le plus fort et le plus faible. Donc un écrasement complet de la dynamique par les compresseurs. Voilà. Donc le compresseur, c'est usage multiple et une certaine complexité, mais ça vaut le coup parce que c'est là où on a l'impact le plus important et le plus actuel. Alors ceux qui font de l'électro utilisent aussi les compresseurs en sidechain, mais ça je suis persuadé que tous ceux qui font de l'électro le savent déjà, donc je n'ai pas besoin de l'exposer comme un fondamental du mixage, c'est spécifique à l'électro. Ok. Donc ensuite, on arrive à quelque chose de plus simple. Quelle est notre stratégie pour gérer la stéréo? Alors, la stéréo, c'est vous savez, votre panoramique qui, puisqu'on est en stéréo, on répartit, vous avez l'enceinte de gauche, et vous avez l'enceinte de droite, et on répartit donc entre les deux pour donner l'impression gauche-droite et un milieu on a l'impression que c'est au milieu quand c'est équilibré le même niveau à gauche et à droite. Alors, quelle va être notre stratégie de répartition? Alors, la répartition, elle va être par un phénomène physique qui est les graves ne sont pas directifs, mais ils ont besoin de beaucoup de puissance. Et les aigus sont directifs. Donc déjà, ça n'a pas de sens de mettre un instrument qui n'a que des graves d'un côté. Ça n'a aucun sens. Et en plus, comme il faut beaucoup de puissance, ça concentre toute la puissance d'un côté. Ça n'a pas de sens. Donc, automatiquement, ici, on mettra le grave au centre. Par contre, les aigus sont directifs. Donc, un grand intérêt, par exemple, pour les charlets, les cymbales, etc., à mettre, cymbales, charlets, à les mettre sur les côtés. Ça, c'est un premier argument. Un autre argument,
c'est que on a vu que on cherchait à avoir une courbe de mixage un petit peu comme ça. Et donc, il va y avoir bataille dans cette zone-là. Il va y avoir bataille dans cette zone-là parce que pratiquement tous les instruments ont les fréquences du milieu qu'on appelle les fréquences médium. Pratiquement tous les instruments en ont. Donc, une autre stratégie, ça va être de mettre des médiums sur les côtés quand ils ne sont pas fondamentaux. Donc, fondamental ici, le chanteur par exemple, et ici, non fondamental, le médium non fondamental. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça peut être typiquement des guitares, ça peut être typiquement des instruments qui sont un peu redondants. Si vous avez plusieurs claviers qui jouent les accords, c'est plus intéressant de ne pas tous les mettre au centre, de les mettre sur les côtés. Ça libère de la place pour, par exemple, le chanteur qui devra nécessairement être au centre. Voilà. Le chanteur est au centre, mais si on veut que ce soit bien clair et qu'on suive les paroles avec facilité, on mettra peut-être les chœurs ou les lignes secondaires, on les mettra sur les côtés. De façon à ce que ce n'est pas une obligation, mais si on a du mal à suivre le texte, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc les aigus sur les côtés, le grave surtout au centre. Ensuite, quand il y a beaucoup de médiums, eh bien, essayez de garder une région centrale où on entende bien les éléments fondamentaux, et en particulier le chanteur. Voilà, donc typiquement, dans le choix des instruments pop-rock, on va retrouver les grosses caisses plus caisses claires. On va retrouver la basse, le chanteur, bien sûr. Et ici, donc, on a déjà vu qu'on allait avoir les cymbales et charlets sur les côtés. Et par exemple, les guitares, ou selon ce qui a été prévu comme arrangement, ce qui est moins fondamental. Il nous reste la reverb. Alors la reverb, c'est ce qui est le plus facile pour l'utilisateur. Mais par contre, il y a souvent des confusions sur qu'est-ce que c'est que le prédélai, qu'est-ce que c'est qu'on utilise dans le vocabulaire courant des choses qui sont confuses. Le délai, l'écho, la reverb, tout ça, c'est pas précis et on ne sait pas très bien de quoi on parle et quelle est la spécificité de chacun. Alors en réalité, c'est très simple. On part du système le plus simple, c'est-à-dire que le délai, j'ai un instrument qui joue quelque chose ici, et le délai, c'est juste la répétition de ce quelque chose, alors avec éventuellement une atténuation, mais pas forcément. Donc ça, c'est un délai. Je le mets avec l'orthographe anglaise. Voilà. Maintenant, si ce délai est réinjecté, si ce signal qui est une copie est réinjecté, alors dans ce cas-là, il va se répéter et ça devient un écho. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, une reverb, c'est comme c'est la reconstitution de ce qui se passe dans une acoustique, c'est-à-dire la réflexion, des milliers de réflexions contre les murs, contre tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et donc,
ça fait un espèce d'ensemble compact qui va intervenir ici et avoir un temps de décroissance. Alors dans les paramètres qu'on va trouver, on va trouver un temps de retard ici qui va s'appeler le pré-délai. Parce que, pourquoi pré-délai? Donc c'est le temps où il ne se passe rien avant que la reverb arrive. C'est parce que ensuite, le temps de délai, ça va être ça. Ça va être pendant combien de temps? Pendant combien de temps on va avoir cette reverb? Et plus le délai va être long, plus on va avoir la sensation acoustique que la pièce est grande. Parce que, évidemment, si vous êtes dans un tout petit espace, ça ne va pas résonner très longtemps. Si vous êtes dans une cathédrale, vous allez avoir des sons qui vont partir très loin et revenir au bout de beaucoup plus de temps et rebondir parce que une cathédrale, c'est des murs réfléchissants. Et donc, ce délai ici va être très long. Voilà. On va en rester là pour les paramètres. La plus grosse erreur que j'entends dans les mixages, c'est les gens qui mettent beaucoup de reverb et qui oublient que le réglage de fréquence de leur reverb est tout aussi important que le réglage de fréquence du son initial, parce qu'au final, à l'oreille, on va entendre la superposition des deux. Donc si vous avez par exemple travaillé pour avoir des aigus fantastiques sur votre signal de départ et que vous envoyez une reverb qui est complètement sourde, qui n'a aucun aigu, au final, vous allez avoir la superposition d'aigus avec un signal sourd, et donc vous allez juste massacrer une grosse partie du travail que vous avez fait sur le son direct en ajoutant une reverb qui n'a pas les mêmes réponses en fréquence que le son d'origine. Donc c'est là où je vois le plus de bêtises dans les mixages. C'est un très bon travail qui est ensuite bousillé au moment où on met de la reverb, sauf si vous en mettez très peu. Voilà. Ensuite, dans les types de reverb, sans rentrer dans le détail, il y a des reverbs qui sont purement électroniques avec des algorithmes. Et il y en a une qui est d'une technologie relativement récente, mais qui est assez extraordinaire, qui est la reverb à convolution. C'est-à-dire que on va dans un endroit qui peut être une salle de concert, qui peut être n'importe quel type de lieu, et on envoie des impulsions qui vont donc rebondir un peu partout dans la salle, et on va capter par des micros qui sont là, on va capter tous les signaux qui reviennent. Et l'ordinateur va calculer l'algorithme, donc la différence entre l'impulsion de départ et tous les autres signaux de retour qui sont captés par le micro, et il va le calculer de façon à le reproduire. Ce qui fait que on a des reverbs qui sont les reverbs mesurés dans des lieux réels, et non plus une fabrication artificielle par de simples algorithmes calculés mathématiquement. Ici, ils sont tout simplement mesurés sur place. Et on a parfois même les photos des lieux dans lesquels l'algorithme a été créé. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les conseils de mixage. Des petits trucs, il y en a. Le premier petit truc, c'est d'enregistrer sur une piste votre réglage avant d'avoir commencé. Parce que parfois, dans un mixage, on peut se perdre et perdre complètement le sens de quel était l'instrument qui devait être plus fort qu'un autre, etc. Quel était l'équilibre global que j'avais dans ma musique. Et également, laisser reposer et réécouter.